À la une ce soir, une semaine après le crash de l'hélicoptère à Regina, le procureur de la République porte plainte suite à l'accident qui a coûté la vie à 2 personnes. Les familles se sont aussi constituées partie civile. Le point dans votre journal. Le mois de mai est traditionnellement marqué par une multitude de jours fériés. Cette semaine, mardi et jeudi étaient des jours chômés, l'occasion pour nos administrations de faire le pont et de fermer leurs bureaux. La deuxième saison de la série Guyane vient de s'achever. Quel est le bilan des équipes? Après plusieurs mois de tournage et des instants forts comme seule la destination Guyane peut en procurer, nous avons été à leur rencontre. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour votre journal local et régional. Ouvrons tout de suite ce journal avec une conférence de presse organisée par le procureur de la République sur le crash de l'hélicoptère survenu mardi dernier à Regina. La famille des passagers a décidé de porter plainte contre X. Pour quelles conséquences? Les réponses dans ce sujet de Pierre Tréfou. Dans le crash de l'hélicoptère survenu le 2 mai dernier vers Bélizon dans la commune de Regina, le pilote Lucas Antoine Edouard a perdu la vie, ainsi qu'un des passagers, Reynaldo Vieira da Silva. Le second passager est neveu du premier, Marcos Manuel Mendoza Silva, est le seul survivant. Maintenu dans un coma artificiel à l'hôpital de Cayenne, les proches de ces deux hommes comptent porter plainte contre X avec constitution de partie civile. On n'a aucune idée, nous, et on incrimine personne. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Si ça a un rapport avec la vétusté de l'appareil, on sait qu'il a plus de 40 ans, une quarantaine d'années. Si ça a un rapport avec la maintenance qui a mal été faite ou qui n'a pas été faite, tout ça, c'est plutôt les enquêteurs, les experts techniciens du BEA, normalement, qui pourront nous le dire. Pour l'instant, on a conscience de la difficulté de l'enquête et on n'attend pas des réponses rapides. Mais le moment venu, dès qu'on aura les premières explications précises, on n'hésitera pas effectivement à demander à ce que soit des poursuites soient engagées, soit un juge d'instruction soit nommé, parce qu'on a conscience que c'est quelque chose de délicat et qu'il vaut mieux un travail approfondi en matière d'enquête, donc la saisine d'un juge d'instruction, pour avancer de manière sereine et complète. C'est le bureau d'enquête et d'analyse de la situation qui est en charge de l'enquête et qui est allé sur place samedi dernier. Il va falloir faire une préparation du site, abattre des arbres, probablement couper des pièces sur l'épave. Donc il va falloir documenter ce qu'on fait sur l'épave pour être sûr que ces dommages-là, on sait d'où ils proviennent. Et ensuite trouver les moyens héliportés qui permettront d'hélitroyer l'épave jusqu'à un hangar à Cayenne. Une enquête judiciaire a été ouverte dès que nous avons appris l'accident de cet hélicoptère. Et cette enquête judiciaire se fait donc en plus de l'enquête de sécurité du BEA. Cette enquête a été confiée à la gendarmerie des transports aériens, aussi bien donc l'unité de Cayenne, la BGTA, que la section de recherche de Paris qui s'est déplacée sur les lieux. L'enquête est ouverte pour 3 motifs. Le motif de homicide involontaire, le deuxième motif de blessures involontaires et le troisième motif, le transport aérien sans certificat d'immatriculation. Le procureur Éric Vaillant a précisé lors d'une conférence de presse ce matin que l'appareil n'était pas équipé de boîte noire, permettant de recueillir les enregistrements des voix et enregistrements des paramètres de vol. Les raisons de l'accident seront donc difficiles à déterminer pour les enquêteurs. Le cimetière de Cabassou, inauguré dans les années 90, est devenu trop petit. La mairie de Cayenne a donc décidé d'entreprendre des travaux d'agrandissement. Objectif, accueillir plus de dépouilles, mais aussi lui rendre son objet initial, être le premier cimetière paysager de la capitale. Écoutons les détails recueillis par Gaël Ouassim. Les places sont comptées même au cimetière. Une saturation autant au cimetière du centre-ville qu'à Cabassou, mais seul ce deuxième cimetière offre la possibilité d'une extension. La municipalité a donc lancé les travaux d'extension qui se caractériseront par une augmentation de 2,8 hectares de la superficie. Cabassou verra sa capacité d'accueil largement améliorée. Nous avions urgence déjà pour construire ce cimetière en 1990, puisque le cimetière de Cayenneville était déjà saturé. Deuxièmement, nous sommes à la 3e tranche, donc nous sommes aussi en saturation, puisque nous avons énormément d'inhumations sur la ville de Cayenne et même d'administrés qui viennent d'autres communes.
Donc nous avions un manque de place. Il était urgent pour la ville de Cayenne de créer cette troisième tranche. Cette troisième tranche prévoit à peu près 1600 tombes. Nous avons déjà inhumé pour 200, nous avons déjà fait 200 inhumations. Aujourd'hui, il est plus qu'urgent que ce cimetière intercommunal voit le jour. Un manque de place causé par la surpopulation, si l'on peut dire, des administrés d'autres communes selon l'élu délégué au cimetière. C'est vrai qu'on a un gros problème de place au niveau des deux cimetières, Cabassou et Cayenne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a la troisième tranche qui sera en travaux. En 2017, il y a eu 215 inhumations sur le cimetière de Cabassou. 215 et 205 inhumations des autres communes. Alors imaginez. Chacune des communes doit jouer son rôle selon le maire de Cayenne. Chaque administré décédé d'autres communes devrait être inhumé dans sa commune de résidence. Chaque commune doit assumer ses responsabilités. Mais je ne dis pas que ce sont les maires qui ne veulent pas, ce sont leurs administrés. Puisqu'aujourd'hui, vous voyez bien que c'est la troisième tranche, je ne pourrais pas aller plus loin. Il faut admettre que des personnes qui habitent, qui résident, qui donnent leur fiscalité à d'autres communes puissent venir se faire inhumer à Cayenne. Avouez que c'est compliqué, et même pour Cayenne, dont la situation budgétaire est très compliquée. Plus 1600 places pour le deuxième cimetière de Cayenne qui devrait être opérationnel d'ici quelques mois après aménagement et embellissement de la place. C'est devenu une habitude. Toutes les semaines, nous vous présentons une phrase qui a attiré l'attention de la rédaction. Cette semaine, le sénateur Georges Patient a tweeté « Pour le gouvernement, elle est équilibrée, juste et courageuse. Pour l'opposition, elle consacre un très net recul des droits pour les étrangers. Une position relativement neutre face à la loi Asile et Immigration qui devrait être débattue au Sénat dans quelques jours. » Avec 2 jours fériés dans la même semaine, nombreuses sont les administrations qui ont décidé de faire le pont. Avec quelles conséquences pour les usagers? Le point sur les ponts présenté par Gaël Oassim. Excellente semaine pour certains, semaine difficile pour d'autres. Certains agents de la fonction publique en Guyane ont bénéficié d'une semaine assez tranquille avec le 8 et 10 mai, 2 jours fériés dans cette 19e semaine de 2018. La collectivité territoriale de Guyane et la communauté d'agglomération du centre littoral, pour ne citer que, ont permis à leurs employés de bénéficier d'une semaine de répit. Pour la Caisse générale de sécurité sociale, ce ne sera pas un grand pont. Fermée depuis ce soir, elle ouvrira ses portes que lundi. Les élèves, quant à eux, ne bénéficient pas des mêmes avantages. Le rectorat a maintenu les classes lundi, mercredi et vendredi, sûrement pour optimiser les chances des élèves. Beaucoup ont des échéances importantes au terme de l'année scolaire. Le joli mois de mai n'a pas fini d'offrir des cadeaux aux salariés. Avec la Pentecôte qui tombe le 21 mai, c'est un week-end de 3 jours qui s'annonce. Sachant qu'en Guyane, un actif sur 3 est issu de la fonction publique, cela peut-il jouer sur la productivité de notre département? La question se pose. Rendons-nous à présent en Guadeloupe, où un lycée pourrait fermer lui aussi, mais pas à cause des ponts. La commission départementale de sécurité a donné un avis défavorable au lycée Charles Coffin à Petit-Bourg à cause des émanations de gaz produites par les sargasses situées non loin. Anne-Elisabeth Artsen et Gérald Dexter se sont rendus sur les lieux. Elle plane sur les 7 hectares de cet établissement scolaire. Elle, cette odeur nauséabonde que dégage la décomposition des algues sargasses, une nuisance que vit difficilement la communauté scolaire du lycée des droits de l'homme. Un certain nombre de profs se sont dit maintenant ça suffit. Moi je sens l'odeur, les élèves sentent l'odeur, mais au-delà de ce ressenti, il y a une réalité qu'on a mal à la tête, on a des nausées, etc. L'infirmière nous a dit lundi que plus d'une dizaine d'élèves sont venus la voir et il y en avait 2 qui ont fait des crises d'asthme. Nous sommes un lycée, nous sommes à 1 mois du bac, mais lundi, les BTS commencent. Et pas que les BTS du lycée de Petit-Bourg, c'est des BTS de toute la zone qui vont venir composer à Petit-Bourg. Boc-Camel, Bel-Air, etc. Ils vont venir là. Donc oui, il y a un problème. Pour ces élèves de terminale en pleine période d'examen, cela devient de plus en plus difficile de préparer sereinement leurs futures épreuves. On arrive là le matin, on sent une odeur, parce que d'habitude, on ne sent pas une odeur comme ça. On est dans les salles de classe, on ne peut pas travailler correctement, c'est perturbant. Même la concentration aussi, ça joue un rôle important là-dessus. C'est difficile de supporter ça. Certaines fois, ça nous donne mal à la tête. Donc, à chaque fois qu'on vit au lycée, certaines personnes n'arrivent pas à étudier. Certaines personnes se couchent sous la table parce que l'odeur est vraiment, c'est très dégueulasse, ça pue. On ne peut pas fermer parce qu'il y a les examens à la fin. Mais si on pouvait trouver quelque chose pour l'odeur, ce serait bien. La communauté scolaire a donc programmé une nouvelle réunion lundi 14 mai 9h afin d'envisager des solutions à ces désagréments olfactifs et sanitaires pendant les examens de fin d'année.
Restez avec nous, à venir dans votre journal. Nous irons sur le lieu de tournage de la série Guyane dont la deuxième saison vient de s'achever. Avant de revenir sur l'échec cuisant du Gildar de Kourou qui n'a pas pu ramener la coupe Mutuelle Margaillard en Guyane. Vous n'êtes pas sans le savoir, l'avenir du groupe ATV, regroupant les équipes de la Martinique, de la Guadeloupe, mais aussi de la Guyane, est plus que compromis suite à sa mise en redressement judiciaire. Nos confrères martiniquais ont décidé de se faire entendre en organisant une caravane itinérante. Embarquons avec eux. Merci en pile pour force là et puis soutien au Bamaïla. Merci infiniment, madame. Et de votre soutien, de votre patience, de tout. Merci. Plaisir. ATV sera toujours là. Moi, je suis confiante qu'il n'y ait pas de problème. Parce que c'est ma télé, donc ATV sera toujours là. Bon, on fait le geste, mais ATV sera là. Il est là, il voit. D'accord ? Télévision aussi, les difficultés, ils ont dit nous, venez aux autres, alors nous apprécions en pile les gestes là. Malgré les autres difficultés, ils ont dit nous ne pouvons pas 10 jours pour sauver les pays à Moumaïla. Faut que nous supporter ATV pour nous pas attraper AVC. Merci, en chef. Oui, c'est nous, c'est autres qui ont parlé. Papa, on ne peut pas parler pour un utile. Hubert, mon ami, on est là. Extra. Madame Julien. La situation en Guyane est la même et votre seule antenne locale risque de disparaître dans une petite semaine. Rassurez-vous, ici, les idées ne manquent pas, contrairement au fond. Un autre clap de fin, celui de la deuxième saison de la série Guyane. Près de 3 mois de tournage sur tout le territoire et une aventure télévisuelle humaine hors du commun ont aussi été l'occasion de former un vivier de techniciens et d'acteurs locaux. Le bilan de la production vu au travers de la caméra de Jonathan Lariot. Après 104 jours de tournage, la série Guyane arrive au terme de sa deuxième saison. Une expérience unique sur le territoire qui aura permis à bon nombre de personnes de découvrir et de se former au métier du cinéma. Avec plus de 1200 techniciens, acteurs et figurants qui ont pris part à cette aventure. Une majorité des acteurs étaient guyanais. Aujourd'hui, je vous dis 60% du personnel est logé et habite sur le territoire. Ça va depuis le chargé de production qui est Pierre-Olivier Pradino jusqu'aux petites mains de la décoration ou de la régie. Sur le casting, on a trouvé beaucoup de gens de grande qualité qui étaient déjà présents sur la saison 1 pour la plupart d'entre eux. Et puis également au niveau des techniciens où on a des gens qui sont maintenant rompus, formés. Avec près de 6 millions d'euros investis pour la production de la série sur le territoire, la série Guyane apporte l'expérience du blockbuster au monde du cinéma guyanais. La série a beaucoup plu, elle a été vendue sur 40 pays à peu près. Donc aujourd'hui, c'est une série emblématique de Canal+. Et puis un jour, on aura une troisième, peut-être une quatrième saison, qui sait, on ne sait pas. Mais ensuite, il faudra bien que les gens se prennent en main.
et que les structures volent de leurs propres ailes, c'est-à-dire qu'il y ait des vrais créateurs ici et qu'il y ait des producteurs qui s'affirment comme étant des vrais producteurs et qui mettent en œuvre des projets qui permettent au territoire d'être autonome. Voilà. Et c'est un peu le challenge de la formation de tous les techniciens qu'on a fait. Aujourd'hui, techniquement, on a une capacité à fabriquer un film en Guyane quasiment à tous les postes. La saison 2 de la série Guyane est aujourd'hui en période de finalisation sur les bancs de montage. La diffusion est prévue pour le mois de septembre 2018. Direction la Martinique où nous délaissons les cadrages pour les tirs cadrés des équipes de football du Geldar de Kourou et du Golden Lion. Nos compatriotes se sont inclinés et ont offert une victoire écrasante à l'équipe martiniquaise qui, avec 6-1, conserve la Coupe mutuelle Margaillard. C'est ainsi que le Golden Lion en rouge fait son entrée sur le stade encamé de Rivière-Pilote. Kevin Parsemet donne le ton 2 minutes après le coup d'envoi. Dominé, le Geldar ne fait que subir les actions d'une équipe joséphine déterminée à défendre son titre. Une motivation confirmée par Thierry Catherine à la 10e minute. Le Golden Lion mène 2-0. Une avance au score qui invite les Joséphins au relâchement. Le Geldar en profite à la 46e. Souvenson Charlot inscrit le premier but pour le compte de ses couleurs. À la mi-temps, le score est de 2-1 en faveur du Golden Lion. Au retour des vestiaires, le Golden Lion propose un autre style de jeu. Les hommes d'Armelio Garcia se laissent embarquer par les Guyanais. Sur cette faute, le Golden Lion obtient un pénalty qui est transformé par l'artilleur de service, Kevin Parsemet. 3-1 à la 56e. Kevin Parsemet fait honneur à sa réputation à la 77e minute sur ce coup franc. 4-1. Et il récidive sur cette faute d'inattention du gardien de but à la 88e minute. La facture s'alourdit, 5-1 pour le Golden Lion. Sur une belle action collective, le gardien guyanais débordé, Alvin Lamazine, assure une belle victoire à son équipe avec ce 6e but. La chère équipe de notre Jean-Marc Dabreux national s'incline sur le score fleuve de 6-1. Féliciter les joueurs pour la demi-finale et finale que sont faits à un très bon niveau, à très haute qualité de football. C'est très mérité. Et aujourd'hui, ils sont conscients que ça fait des efforts et à la fin, les résultats sont là. C'est pas qu'on va chercher des excuses, mais on l'avait annoncé que il nous manquait pas mal de joueurs pour cette compétition, qui est une compétition assez élevée. On a pu voir quand même le niveau ce soir, parce que quand même, j'avais dit à mes joueurs que le plus difficile après la demi-finale restait à venir, c'était la finale. Et on a vu que on a vu ce que ça a donné, parce que nous sommes tombés contre une très bonne équipe de Golden Lion. Le Golden Lion de Saint-Joseph réalise un bel exploit en remportant pour la 2e année consécutive la Coupe mutuelle Margaillard. Un peu plus tôt dans l'après-midi, le match de classement a opposé le RC Rivière-Pilote à la Gauloise de Basse-Terre. Une rencontre qui s'est soldée sur un but pilotin. René Charles Montabon offre la 3e place au Racing pour cette édition de la Coupe mutuelle Margaillard. Sport toujours, mais cette fois-ci chez nous en Guyane, où Jonathan Lariot a assisté à la finale des playoffs de handball. Le Cosma de Saint-Laurent a tenté de faire trembler les championnats titres du Geldar de Kourou. La preuve avec ce reportage. C'est là une des nombreuses fois que les filles du Cosma ont réussi à percer la défense du Geldar de Kourou. Après avoir créé la surprise face à Rémière-Montjoly en demi-finale, les Saint-Laurentaises échouent au match aller de la finale des playoffs face au Geldar de Kourou. Ce soir, les filles étaient un peu crispées et après, on doit rater au moins 15 tirs en fait. Et derrière, ça joue sur le score et le Geldar, ça ne pardonne pas. On sait très bien qu'elles sont championnes depuis 10 ans. Donc elles vont chercher leur 11e titre. Nous, c'est notre première expérience. Donc du coup, ça paye. Nous, l'objectif pour nous déjà cette saison était d'arriver au play-off. Aujourd'hui, nous retrouvons au final des play-offs. Donc nous pouvons qu'être satisfaits. Maintenant, comme je leur ai dit,
Il faut jouer avec la manière pour pouvoir faire plaisir aux spectateurs. On n'est pas là pour gagner. Par contre, s'il y a une carte à jouer, on va la jouer. Mais surtout, produire du beau jeu et ne pas sortir avec plus de 7 points, 8 points. Non, ça c'est pas correct. De l'autre côté du terrain, les Kouroussiennes, fortes de leur règne sur le handball guyanais depuis déjà 10 ans, ont malgré tout eu fort à faire face à une équipe du Cosma survoltée. C'était compliqué parce qu'en deuxième mi-temps, nous avons relâché. Mais après, on a su quand même poser le jeu et aller de l'avant. On va dire que c'est l'envie et aussi le physique. On courait un peu plus qu'elle. Donc forcément, nous on y allait. Le Cosma c'est une très bonne équipe. Parce que vous avez vu, nous avons des difficultés aussi quand même. On a eu beaucoup d'échecs. Elles étaient présentes, elles n'auraient pas dû présentes et je pense que jeudi prochain, enfin jeudi, elles seront toutes aussi présentes. Le match sera chaud. Le match sera chaud. Le match retour de la finale se déroulera ce jeudi à 19h30 au hall Kevin Séraphin. Si le Gelda l'emporte, elles seront championnes de Guyane pour la 11e fois consécutive. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 9 mai. Une semaine après le crash de l'hélicoptère à Regina, le procureur de la République porte plainte suite à l'accident qui a coûté la vie à 2 personnes. Les familles se sont aussi constituées partie civile. Le mois de mai est traditionnellement marqué par une multitude de jours fériés. Cette semaine, le mardi et le jeudi étaient des jours chômés, l'occasion pour nos administrations de faire le pont et de fermer leurs bureaux. La deuxième saison de la série Guyane vient de s'achever. Quel est le bilan des équipes après plusieurs mois de tournage et des instants forts comme seule la destination Guyane peut en procurer? Nous avons été à leur rencontre. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir choisis. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Rendez-vous demain, même heure. Excellente soirée avec les programmes d'ATV Guyane.